Bien, chers amis, je vais vous proposer qu'on commence cette séance. Si on ne veut pas prendre trop de retard, j'ai demandé à notre huissier de faire entrer le public et je vais demander en même temps à Rollo Pfeffer de faire l'appel, qui devrait être à peu près le même que pour la commission permanente. Madame Christiane Agara, Madame Pascal Bay, Madame Muriel Blanc, Monsieur Jean-Jacques Brun, Monsieur Richard Chermette, Madame Colette Darphin, Monsieur Antoine Dupéret, Madame Sylvie Épinat, Monsieur Bernard Fialer va arriver, Monsieur Didier Fournel, Madame Evelyne Geoffrey, Madame Claude Gouat, Madame Christiane Guichère est excusée et a donné pouvoir au président. Monsieur Daniel Julien, Madame Christiane Jury, Madame Annick Lafay-Guinaud, Madame Sheila Macaron, Monsieur Bruno Pellachon, Monsieur Daniel Pommeret, Madame Martine Publier, Monsieur Thomas Ravier, Madame Mireille Simian, Monsieur Michel Thien, Monsieur Daniel Valero. Merci, le quorum est atteint. Je déclare la séance ouverte. Avant de commencer, passer au rapport, je voudrais saluer la présence de notre nouveau directeur et lui souhaiter au nom de l'institution départementale la bienvenue, même s'il a commencé depuis bientôt un mois. Merci, monsieur le directeur, de nous avoir rejoints. Alors, nous en passons au rapport tels qu'ils vous ont été présentés sur les tablettes. Sur la tablette 1.1, sans intervention, c'est Madame Gouat qui remplace Christiane Guichère, qui est absente aujourd'hui. Je vous en prie, Madame la Présidente de Commission. Donc, ce rapport est en 4 parties. Dotation de fonctionnement des collèges publics, dépenses d'entretien et d'administration générale. Donc, l'existence d'une dotation ciblée suivant la taille du collège pour l'achat de matériel et de fournitures à usage des agents de maintenance de 2 000 à 3 000 euros. Les dépenses de viabilisation. La moyenne des dépenses des 3 dernières années reste la référence. Bonification adaptée à chaque situation, donc par indice de difficulté des établissements selon l'inspection académique, par élève de SECPA et par élève des unités localisées pour l'inclusion scolaire, les ULIS. En 2019, le montant s'élevait à 3 098 705. Pour 2020, 3 111 520, soit une augmentation de 0,41 qui est due à la hausse des effectifs. En annexe, vous retrouverez le montant des dotations de fonctionnement pour chacun des collèges. Partie 2, dotation de fonctionnement des collèges privés. Le département verse 2 contributions. Le forfait d'externat pour la part matérielle. Pour 2020, le coût moyen par élève hors bonification est de 170,12 euros. L'article L 442-9 prévoit une majoration de 5%, soit un coût de référence qui sera de 178,67 euros. En 2019, le montant s'élevait à 1 539 170. Pour 2020, le montant sera de 1 546 766, soit 0,49%, dû encore une fois à la hausse des effectifs. Le forfait d'externat pour la part personnelle. Pour 2020, le montant est de 3 096 avec un coût moyen par élève du personnel départemental affecté au collège de 359 euros. Subvention pour l'organisation d'actions éducatives. La dotation de base est de 4,15 euros par élève, hors SECPA et ARCIS, et hors bonification d'éloignement. Dotation supplémentaire de 3 000 euros pour les collèges ayant une SECPA. Pour 2020, le montant est de 125 489 euros. Un acompte a été versé en 2019. En annexe, vous retrouverez la répartition de cette dotation pour l'ensemble des collèges publics et privés du département. Et 4e point, l'organisation comptable de la demi-pension pour les collèges en régie. Pour l'élaboration des budgets de restauration 2020 des collèges publics en régie, il est proposé de reconduire la fixation des fourchettes suivantes, soit 1,80 à 2,14 pour les denrées, 0,30 à 0,43 pour les frais de viabilisation
et 0,30 à 0,40 pour les autres frais de fonctionnement. Le coût de revient total doit être approximativement de 2,90 €. L'incidence financière de ce rapport est de 7 879 791. Vous êtes invités, mesdames, messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport, adopter les dotations de fonctionnement au collège public pour l'année 2020 et autoriser leur versement, adopter le forfait d'externat pour l'année 2020 pour les collèges privés et autoriser les versements, adopter les autres dotations présentées et autoriser leur versement, et adopter enfin l'organisation comptable de la demi-pension pour les collèges en régie telle que présentée. Merci Madame la Présidente. Je mets le rapport aux voix. S'il n'y a pas d'intervention, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Le tablette 1, 2, et c'est toujours vous, Madame Goua. Donc, il s'agit d'une convention de partenariat entre la Fédération départementale des maisons rurales du Rhône, la FDMR. La FDMR coordonne les activités des 12 MFR situés sur notre territoire, qui chaque année accueillent plus de 2700 jeunes et adultes pour des formations qualitatives et diplômantes, de la 4e au BTS, qui couvre 15 secteurs professionnels. Les excellentes relations entretenues avec la Fédération et l'ensemble des MFR du territoire ont permis une consolidation et un élargissement du partenariat existant et le développement des différents actes de coopération, notamment l'accompagnement à l'ouverture culturelle, le soutien aux activités physiques et sportives, l'éducation éco-citoyenne, les projets transversaux de solidarité. Dans le cadre des interventions du réseau sur ces axes, il est proposé d'allouer une subvention de 10 000 € à la FDFR. Les conventions formalisant ce partenariat est présente en annexe. Répartition du soutien financier. Par ailleurs, de manière globale, il est proposé d'apporter un soutien financier à la FDMFR pour un montant de 220 399 € répartis ainsi. Fonctionnement général pour son rôle de coordination et d'animation des différents établissements scolaires privés, 55 000 € et soutien financier aux 12 MFR au prorata du nombre d'élèves accueillis, 165 399 €. Vous êtes invités, mesdames, messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport, adopter la convention de partenariat proposée avec la Fédération départementale des maisons familiales du Rhône et le réseau des 12 MFR, et autoriser le président à signer et allouer une subvention de 230 399 000 €. Merci Madame la Présidente. Si pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est Madame Bay qui nous présente le rapport suivant. Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport propose l'attribution d'une subvention à l'association Beaujolais Runners pour l'organisation du marathon international du Beaujolais. Ce marathon est naturellement la plus importante manifestation sportive du département et sera cette année la 15e édition. Il se déroulera le samedi 23 novembre 2019. Le marathon, c'est 4 épreuves. Le marathon, le semi-marathon, les 13 km du Rhône et la Family Marathon. Le marathon, c'est aussi 18 000 coureurs attendus et 1 200 bénévoles. Le marathon partira de Fleury, mais les 3 autres départs seront de Villefranche. Par contre, toutes les courses arrivent à Villefranche. Le marathon est classé dans le top 10 des marathons français et il est le premier événement running festif de France. Il est accompagné de divers événements, la mise en perce du Beaujolais nouveau, le feu d'artifice, la nuit du marathon, la pasta party et le dîner de gala. Le marathon contribue donc au développement du tourisme départemental et les retombées économiques sont très importantes. Le budget de la manifestation est de 866 301 €. Afin de permettre à cette manifestation de se dérouler dans les meilleures conditions, il est proposé d'attribuer une subvention de 35 000 € à l'association Beaujolais Runners et d'approuver la convention de partenariat qui vous est jointe au rapport. Vous êtes invités, mesdames et messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unanimité. Avec ce vote, on formule aussi des vœux d'encouragement à tous les agents qui le feraient et tous les élus du département qui
honoreront cette course. Merci à eux. Et toujours vous, Madame Bay, sur le 1.4, subvention 2019. Monsieur le Président, chers collègues, ce rapport présente différentes demandes de subventions. L'impact financier de ce rapport est de 144 000 €. En première partie, les subventions annuelles au comité sportif. Dans le cadre de sa politique sportive, le département apporte son soutien aux comités sportifs. Certains de ces comités sportifs sollicitent le département pour des subventions annuelles. Et je vous rappelle que 5 comités sont conventionnés dans le cadre d'une convention très annuelle. Le football, l'athlétisme, le tennis, le cyclotourisme et montagne-escalade. Les comités sportifs concernés représentent 820 clubs et environ 108 000 licenciés dans notre département. Ils ont en charge l'organisation du sport départemental pour leur fédération. Les demandes ont été étudiées selon des critères précis: le nombre de licenciés et le nombre de clubs, la volonté de se développer sur le territoire du département du Rhône et naturellement le budget. Ils ont tous obtenu une réponse positive. Le tableau récapitulatif des comités vous est donné en annexe, ceci pour un total de 140 000 €. Deuxième point de ce rapport, manifestation sportive. Nous vous proposons d'accompagner avec une subvention de 3 000 € la 22e édition de la Rhône Orientation qui se déroulera à Saint-Pierre-de-la-Palue le 24 novembre 2019. Cette compétition change de lieu chaque année et nous veillons à ce qu'il y ait bien une alternance entre le Beaujolais et les Monts du Lyonnais. Le budget de la manifestation est de 23 600 €. Et enfin, il vous est proposé d'attribuer une subvention de 1 000 € au collège Maurice Utrillo à Lima pour les 25 élèves de la section sportive volleyball. Vous êtes invités, mesdames et messieurs, à bien vouloir délibérer sur ce rapport. Pas de vote contre, pas d'abstention, pas d'intervention, est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours vous, Madame Bay, sur le 1.5, politique du vélo. Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez, valoriser le sport, c'est mettre en valeur notre territoire et dynamiser notre économie locale. C'est un axe de politique majeur qu'il est essentiel de développer pour que notre département devienne chaque année encore plus attractif. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter les actions menées par le département pour sa politique vélo. Pour mémoire, hors masse salariale, le budget consacré au développement du sport de nature est de 120 000 € en investissement. Je souhaite souligner, chers collègues, que chaque euro investi dans le développement de la pratique sportive a des retombées immédiates en matière de santé publique, de tourisme sportif et d'économie locale. Investir dans le sport, c'est donc investir pour notre croissance. En 2016, 16 millions de Français ont pratiqué le vélo sur route ou le VTT, donc on voit que ce sport est très développé. Il faut dire que notre département se prête remarquablement à la pratique du vélo par la qualité de nos routes départementales. Les organisateurs des grandes compétitions cyclistes, comme le Tour de France, choisissent d'ailleurs régulièrement de traverser notre département. Et je crois que pour le Tour 2020, on devra avoir la réponse mardi. Il est question encore d'avoir le Tour de France donc dans le département du Rhône. Le département du Rhône souhaite encore accentuer sa politique autour de 6 axes essentiels pour 2019-2021. Premier axe, soutenir le mouvement sportif en soutenant les comités départementaux de cyclisme et de cyclotourisme. Deuxième axe, parfaire les boucles de véloroute. Les 29 boucles cyclotouristiques permettent à tous les cyclorandonneurs de trouver un parcours adapté à leur niveau. Une convention a été signée en 2018 avec le comité départemental de cyclotourisme pour permettre la veille du balisage. Troisième axe, augmenter l'offre de vélos de route pour valoriser tous les territoires, avec la création d'un 7e secteur, Pierre Dorée, c'est une zone blanche, et la création de la vallée de la gastronomie qui permettra de faire quelques boucles autour des produits du terroir. Quatrième axe, promouvoir le vélo-route et le VTT avec la grande traversée du Rhône et le grand tour du Mont du Lyonnais. 2 topoguides sont proposés. Le guide vélo, il a été donc réalisé en interne par la direction des sports et la communication et il a été présenté officiellement lors du passage du Tour à Tarare le 13 juillet. Le guide VTT sera disponible fin 2019. 5e axe, améliorer l'accueil des pratiquants. Et enfin, dernier axe, encourager la pratique sportive pour la santé. Le sport a un impact positif sur notre santé et les professionnels de la médecine nous recommandent une activité physique.
Notre voie verte du Beaujolais est un bon exemple. Cette piste sécurisée, exclusivement réservée au mode doux, permet la pratique du vélo pour une reprise d'activité ou pour des balades en famille. La réalisation de ces 6 axes de développement s'appuie sur l'expérience des 4 premières années du mandat et tient naturellement compte des contraintes budgétaires auxquelles la collectivité doit faire face. Mesdames et messieurs, vous êtes invités à voter ce rapport. Merci. Si pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'est toujours Madame Bay qui a le rapport suivant. Modification de tracé du plan de Monsieur le Président, chers collègues, le PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, est comme le vélo, un des outils au service de notre ambition pour le sport. Aujourd'hui, ce rapport a pour objet de vous proposer des modifications de tracé du PDIPR et de vous exposer les grands axes de développement pour la période 2019-2021. Alors, vous savez que le PDIPR a pour objectif de préserver les chemins ruraux et de favoriser la découverte des sites naturels. Pour faire ceci, donc, nous vous proposons aujourd'hui 7 modifications sur différentes communes. Ces modifications ont toutes été faites en accord avec les communes. Les axes de développement du PDIPR, les 3500 km du PDIPR, nous permettent de pratiquer tous les sports de randonnée. Je vous rappelle que la randonnée pédestre est le sport nature le plus pratiqué en France avec 18 millions de pratiquants. La veille, l'entretien et la maintenance du PDIPR s'effectuent grâce à une convention de partenariat avec SOS, qui était avant les Brigades Vertes ou RIE, et ce sont 2 ou 3 équipes mobilisées sur ces itinéraires qui cumulent près de 500 jours d'intervention par an. Pour parfaire notre PDIPR, nous vous proposons 5 axes de développement. Tout d'abord, finaliser le balisage du PDIPR pour assurer la continuité des itinéraires du nord au sud. 2 secteurs restent à équiper. Au nord, le Haut-Beaujolais, au sud, le Pilat-Rhodanien. 2 secteurs représentant chacun 300 km de randonnée. Nous envisageons de les faire en 2020 et début d'année 2021. Deuxième axe, poursuivre la réédition des cartes-guides. Nous prévoyons de sortir un carte-guide par an. Troisième axe, continuer l'optimisation de la base de données Géomap. Le PDIPR bénéficie d'une signalétique très importante avec près de 20 000 composants. L'ensemble de ces éléments est suivi par le système d'information Géomap. Quatrième axe, on va participer à la valorisation du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Cinquième axe, contribuer aux projets et actions en faveur des sports de nature, des randonnées et de la randonnée pédestre en particulier. Naturellement, la réalisation de ces 5 axes de développement tiennent compte des contraintes budgétaires auxquelles notre collectivité doit faire face. Pour mémoire, le budget consacré annuellement au PDIPR et à son suivi, hors masse salariale et hors marché d'insertion, est évalué à 30 000 € en fonctionnement et 200 000 € en investissement. Mes chers collègues, je vous propose d'adopter ce rapport, véritable dispositif au service du rayonnement sportif, touristique et économique de notre territoire. Merci Madame la Vice-Présidente. Si pas d'intervention, j'imagine pas de vote contre, pas d'abstention, est adopté à l'unanimité. Le rapport 1.7 sera examiné après le rapport 4.6. Donc nous en passons à la tablette numéro 2.1. C'est Madame Guinaud qui a la parole. Moi, je suis l'ordre. Excusez-moi, Président. Alors je meuble pendant ce temps, c'est la commission de Mme Geoffrey, c'est le rapport emploi-inclusion 2014-2020. Voilà, Madame la Vice-Présidente. Donc c'est tout à fait ça, c'est le programme emploi-inclusion 2014-2020, subvention globale 2018-2020, programmation 2019, volet 4. Donc ce présent rapport a 2 objets. Donc premier objet, présenter le 4e volet de la programmation 2019 des crédits du Fonds social européen FSE, géré par le département, comprenant une seule demande de subvention d'un montant total de 820 483 €,
de FSE portée par le département du Rhône via la direction Action sociale, insertion, logement. Il s'agit du marché d'accompagnement renforcé sur l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA pour la période 2019-2020. La demande de subvention FSE porte sur 6 des 7 lots dans la mesure où le lot 7 relatif à la formation n'est pas éligible à la subvention globale du département. Le FSE est sollicité à hauteur de 50%. Deuxième objet est donc d'approuver une demande d'avenant à la subvention globale 2018-2020 pour supprimer le dispositif d'assistance technique relatif à la communication, intégrer une dotation complémentaire de 450 000 € au plan de financement. Cette enveloppe a été négociée au préalable avec la DIRECT, autorité de gestion déléguée au regard de la programmation réalisée et des prévisions jusqu'en 2020. Donc l'Assemblée est sollicitée pour attribuer les crédits FSE de la subvention globale 2018-2020 au département du Rhône pour son opération et autoriser le président à signer la convention d'attribution des crédits FSE de l'opération, et d'approuver la demande d'avenant à la subvention globale FSE 2018-2020 et son plan de financement prévisionnel actualisé à hauteur de 1 684 639 € de crédit du FSE et autoriser le président à signer cet avenant. Voilà, Président. Merci, Madame. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté l'unité. Je voudrais signaler le petit document qui a été fait par le service com et les féliciter sur le RSA, un document qui sera distribué dans les MDR et qui est à votre disposition si vous le souhaitez, mesdames et messieurs. Voilà. Donc c'est Madame Simian qui fait le rapport de mineurs non accompagnés MENA. Oui, Monsieur le Président. Donc ce rapport a pour objet la mise en œuvre d'un nouveau mode d'accueil des mineurs non accompagnés relevant du département, à savoir l'accueil au domicile de familles bénévoles. L'incidence budgétaire est de 24 350 € pour l'année 2019. Elle est estimée à 196 000 € pour l'année 2020 et 205 000 € pour l'année 2021. À cette fin, un appel à manifestation d'intérêt, nous avons fait une publication. Donc une seule association a candidaté, c'est l'association Demesso, qui d'ores et déjà est engagée dans l'accueil citoyen de personnes sans domicile fixe, et dont les MNA, qui a présenté un projet intitulé « Bienvenue à la maison ». Le projet présenté par cette association répond aux attentes du département du Rhône et permet de disposer d'un accueil solidaire de 15 MNA à partir d'avril 2020. L'association Demesso est implantée sur le secteur de Tarare et recrutera des familles bénévoles sur l'ensemble du périmètre du département. Donc vous êtes invités, mesdames, messieurs, à bien vouloir délibérer sur ces propositions. Merci. Pour mémoire, c'était une demande qui avait été faite par plusieurs élus et des élus extérieurs à des associations qu'on puisse proposer à des familles, entre guillemets, d'accueil, de prendre des ménages chez eux. Vous vous rappelez que quand nous sommes arrivés, nous étions à 25 MNA et qu'aujourd'hui nous sommes à 250. Et que le dispositif qui a été mis en place à Saint-Clément-les-Places, qui suivait celui de Vernet, est aujourd'hui à saturation. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres places, d'autres lieux. Donc je vais réécrire à tous les maires pour demander s'il y a des lieux d'accueil pour mettre des MNA dans des communes. Bien évidemment, il y a des MENA qui sont dans d'autres communes, mais qui ne sont pas forcément ceux du département, comme à Villefranche-sur-Saône, puisque la métropole ayant, je dirais, embolisé aussi des places dans le département et aussi à Genasse, je crois. En tout cas, on est complètement à saturation, je dirais, de places, si on veut accueillir ces gens dignement. Donc c'est une formule nouvelle qu'on va tenter d'expérimenter. J'espère que ça marchera, mais même si on n'en sort que quelques-uns, ça fera toujours des places disponibles. C'est des accueils de jeunes qui ne sont pas faciles. Il faut qu'il y ait un contexte familial qui puisse le permettre, un bâtiment qui puisse le permettre, il faut qu'il y ait des familles qui acceptent. Il faut mieux qu'il n'y ait pas de jeunes filles dans la maison. Voilà, donc c'est toute une labellisation qui sera à mettre en place et j'espère que ça fonctionnera, que ça fonctionnera bien pour qu'on puisse, je dirais, gagner quelques places dans nos centres existants.
Si pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et c'est Madame Simion qui continue. Donc, ce rapport a pour objet de formaliser le partenariat entre l'État et le département dans le cadre de la mise en place du fichier national relatif aux mineurs non accompagnés par l'adoption d'un protocole entre la préfecture du Rhône et le département du Rhône pour l'appui à l'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés. Ce rapport est sans incidence financière. Merci. Donc c'est un fichier qui est mis en place par l'État que l'on valide et qu'on labellise. Je me permets de vous rappeler que depuis que ce fichier est mis en place, parce qu'il existe déjà, le nombre d'arrivées a diminué, parce que ça évite à ceux qui faisaient des transferts de départements ou ce qu'on appelle les remplacés de venir chez nous, parce qu'ils savent que maintenant il y a la traçabilité jeune par jeune, ou parfois même des jeunes qui ne sont pas jeunes. C'est déjà la première des difficultés de notre service d'évaluation. Voilà, donc je mets ce rapport au vote. Pas de prise de parole, pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. C'est toujours Madame Simion pour le 2-4. Donc, ce rapport a pour objet de proposer la poursuite en 2019 de la politique départementale de soutien pour l'amélioration du bâti des établissements habilités par l'aide sociale à l'enfance et de valider les modalités d'attribution des crédits votés en 2019 afin de subventionner 3 projets portés par des associations habilitées à l'aide sociale à l'enfance. L'incidence financière de ce rapport est de 500 000 €. Ces 500 000 € se décomposent. Alors, nous avons donc 310 000 € pour Acoléa, donc ce sera la pouponnière provisoire qui sera à Fontenas, puisque nous sommes obligés de partir de l'IDEF. Nous avons 180 000 € pour l'ADPEP, c'est le service d'accueil EMENA à Vernet. Et nous avons 10 000 € pour les AJD, c'est-à-dire le foyer Les Trois Planches à Amplepuis. Merci. Si pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Il est adopté à l'unanimité. Nous changeons d'orateur. Ici, M. Ravier pour le 2-5. Monsieur le Président, chers collègues, un rapport sur le soutien financier pour 4 établissements accompagnant des personnes âgées. Je rappelle que le département finance un petit peu plus de 50 millions d'euros dans le cadre de cette politique annuelle, dont la moitié à travers la DP en établissement sur les différentes places disponibles dans le département. Presque 6 000 places, dont 40% qui sont habilitées à l'aide sociale, ce qui est supérieur au nombre de demandes que nous recevons. Je rappelle également que c'est un petit peu entre 50 et 60% de Rhodaniens qui occupent ces places, et aussi il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Nous avons, en plus de cette aide financière de fonctionnement importante, une aide à l'investissement avec une enveloppe annuelle de 700 000 €. Proposons d'en débloquer 685 000 cette année sur 4 projets qui concernent à la fois de la sécurisation, de la rénovation, de l'humanisation de bâtiments existants. Il s'agit donc de l'EHPAD de la Dimerie à Chaponneau, où là c'est une aide à la restructuration de l'entrée du site et au parc, pour un montant de 115 000 €. L'EHPAD Sainte-Anne à Brignais, où là il y a beaucoup de chambres doubles que nous allons dédoubler pour correspondre un petit peu plus, heureusement, aux attentes des usagers et des résidents. Il est proposé d'attribuer 210 000 € de subvention sur ce projet. L'EHPAD Michel Lamy à Anse, avec là une restructuration concernant le château de Messimieux, qui est une de ces unités spécialisées, ce qu'on appelle les PASA, notamment pour les malades d'Alzheimer, et là avec une subvention de 240 000 € et l'aide à la création de la résidence autonomie Marpa. Je rappelle que ce concept de résidence autonomie Marpa n'est pas un EHPAD, mais est une résidence autonomie financée par la mutualité sociale agricole, qui est un système qui fonctionne assez bien. Nous avons quelques-unes sur le département, et là il s'agit de verser une aide de 120 000 € pour la création de ce projet à l'OPAC du Rhône, qui en assurera la maîtrise d'ouvrage. Il est proposé donc à l'Assemblée de bien vouloir adopter ces attributions de subventions. Merci, Monsieur le Vice-président. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport au vote. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Nous changeons de rapport. Nous passons à l'examen des rapports de la Commission Finances.
et c'est Madame Épinard. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, je vais vous présenter le rapport concernant les synthèses des 4 audits ciblés réalisés en 2018 dans le cadre de l'expérimentation de la certification des comptes du département du Rhône. Donc, je vous rappelle pour mémoire, il y avait 2 phases. La première phase d'accompagnement de 2017 à 2020 qui visait à aider la collectivité à préparer à la démarche de certification des comptes. Pour cela, pour mener à bien cette expérimentation, une équipe pluridisciplinaire a été constituée, composée d'un magistrat financier, premier conseiller à la Chambre régionale des comptes et rapporteur auprès de la formation interjuridiction, d'un expert du chiffre de la Cour des comptes et d'une vérificatrice de la Chambre régionale des comptes. La deuxième phase d'expérimentation, de 2020 à 2023, sera avec un commissaire aux comptes et avec l'accompagnement de la Cour des comptes. Donc en 2018, l'équipe d'évaluation a réalisé des travaux au sein des services départementaux et établi des propositions de rapport pour chaque cycle et thématique auditée, à savoir 2 cycles, l'un sur les actifs incorporels et corporels, l'autre sur les dépenses sociales et les dettes associées. 2 thématiques, le dossier permanent à constituer pour le commissaire aux comptes et la maîtrise des risques, contrôle interne et suivi des recommandations. Ces 4 rapports que vous avez en annexe comprennent ces synthèses que je vais vous présenter très rapidement. Le premier cycle, donc, des actifs corporels et incorporels. Ce cycle permet de garantir la connaissance et la fiabilité des données comptables, patrimoniales, corporelles et incorporelles. Ces données sont retranscrites dans l'inventaire pour l'ordonnateur et dans l'état de l'actif pour le payeur départemental. C'est un travail conséquent qui a été réalisé par la direction des finances et de la direction de l'immobilier et de l'habitat. Les travaux ont mobilisé l'intégralité des directions ainsi que les services du payeur départemental. Ces travaux sont d'ailleurs inscrits dans la convention que nous avons signée en 2017 avec le payeur départemental et la Direction régionale des finances publiques, la DRFiP. Concernant le cycle des dépenses sociales et associées, l'équipe d'évaluation a réalisé des travaux d'audit dans les directions du pôle solidarité afin de mieux appréhender les mécanismes des nombreux dispositifs déployés par le département au service des Rhodaniens. Il a été constaté, par exemple, que plus que 75 modalités de paiement ont été recensées. Le descriptif de chaque étape avec les contrôles a été révélé comme un point positif. La Cour des comptes valorise un cadre de gestion propice au déploiement du contrôle interne. Les plans d'action pluriannuels permettra d'améliorer et de fiabiliser les processus. Il s'agit d'un travail pour lequel l'ensemble des pôles de direction concernés, pôle solidarité, finances et la DUN, ainsi que les services du payeur départemental sont déjà mobilisés et pleinement impliqués. Concernant la thématique du dossier permanent, c'est un dossier qui permettra au commissaire aux comptes de prendre connaissance des caractéristiques de notre collectivité et de disposer d'un historique de l'activité. Une fois constitué, il aura simplement besoin d'être réactualisé. L'accompagnement de l'équipe d'évaluation a été une vraie plus-value pour le département pour se mettre en ordre de marche afin d'accueillir le certificateur fin 2020. Concernant la thématique de la maîtrise des risques, contrôle interne et suivi des recommandations, les travaux à conduire sont programmés sur 3 années glissantes, permettant de s'organiser, s'adapter afin de garantir le caractère pérenne de la démarche. C'est un travail collaboratif et évolutif. Aucune nouvelle recommandation n'est formulée pour l'ensemble de cette thématique. Cette absence de recommandation valide la démarche d'amélioration continue, globale et ambitieuse mise en œuvre par la collectivité et démontre la pertinence d'une étroite collaboration entre tous les acteurs, les services gestionnaires du département, la direction générale, la direction des finances et du contrôle de gestion de la péridépartementale, sans oublier notre chargé de mission. Elle confirme la bonne compréhension et la démarche et l'implication qualitative des directions et des agents. Cette expérimentation nécessite de la rigueur et beaucoup d'investissements de travail à effectif constant.
Les rapports et les synthèses ont été notifiés par courrier de la Cour des comptes au département et ces 4 synthèses jointes en annexe donc, doivent être présentées à l'Assemblée délibérante. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc il convient, chers collègues, de prendre connaissance de ces synthèses et de prendre acte qu'elles vous ont bien été transmises. Voilà, Monsieur le Président. Merci. S'il n'y a pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie et c'est Renaud Pfeffer qui présente le 3.2 sur les garanties d'emprunt. Oui, il y a 2 rapports sur le domaine du logement social. Le premier rapport concerne la fixation du volume d'engagement nouveau en faveur du logement social pour l'année 2019, donc qui est fixé à 18 797 000 €, qui correspond aux sommes inscrites au BP 2018 de l'amortissement du capital garanti en faveur du logement social. Et par ailleurs, on a un certain nombre d'opérations dans le cadre d'un appel à projet qui nous ont été présentées par les bailleurs sociaux pour un montant sollicité de 36 064 407 €. On maintient notre enveloppe et on vous propose une synthèse de répartition à l'égard de 6 bailleurs sociaux: OPAC du Rhône, Aliad Habitat, HBVS, Semcoda, Cité Nouvelle et 3F Immobilière Rhône-Alpes. On est bien dans l'enveloppe, c'était une question qui avait été posée par nos collègues, on est bien dans l'enveloppe et il n'y a pas de dépassement d'enveloppe. 99% de l'enveloppe est consommée. Vous m'entendez pas, chère madame? Je disais qu'on était bien dans l'enveloppe et que l'enveloppe n'avait pas été consommée dans son intégrité, puisque que 99%. Donc on est bon dans l'enveloppe. Je mets donc ce rapport aux voix tel qu'il vous a été présenté. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est toujours Renaud Pfeffer pour le rapport 3.3. Alors là, il s'agit de l'octroi de garantie d'emprunt approuvé dans le cadre de l'appel à projet 2019. Donc vous avez une liste de demandes de garantie qui figurent au rapport. Globalement, il s'agit de la création de 88 logements sociaux sur le territoire du département, ce qui fait progresser notre encours garanti d'un peu plus de 4 millions d'euros, soit 22% de l'enveloppe attribuée au titre de l'appel à projet 2019. Merci, Monsieur le Vice-président. Je mets donc le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Et c'est Christiane Agara qui présente le rapport suivant 3.4, décision modificative. Christiane. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, cette première décision modificative au budget 2019 a pour objet d'adapter les inscriptions budgétaires aux dépenses et en dépenses aux besoins des directions, ainsi que les recettes aux notifications et encaissements reçus. Alors, en ce qui concerne l'équilibre général de cette décision modificative, en section de fonctionnement, cette décision laisse apparaître une augmentation plus importante des recettes réelles. Cette augmentation est de 15 164 532,29 € que des dépenses réelles. Donc, ces dépenses réelles s'élevant à 11 164 111,29 €. Il vous est donc proposé d'affecter la différence au renforcement de notre autofinancement à hauteur de 4 421 000 €. En section d'investissement, les besoins identifiés des services représentent une augmentation des dépenses à hauteur de 5 618 216,80 €, dont 5 568 216,80 € de dépenses réelles. Du côté des recettes, elles sont proposées en augmentation à hauteur de 1 617 795,80 €. La différence est couverte par le renforcement de notre autofinancement à hauteur de 4 421 €. Alors, si l'on regarde le récapitulatif des mouvements qui sont proposés dans cette décision modificative, nous voyons que, après le vote du budget, notre budget 2019 va s'établir à 776 192 € et il s'équilibre de la manière suivante.
En fonctionnement, 543 329 283 € et en investissement à hauteur de 232 862 658 €, ce qui nous donne un budget total de 776 191 941 €. Alors, si nous regardons les principales évolutions qui affectent cette décision modificative, par politique, l'essentiel des ajustements proposés en section de fonctionnement concerne la politique ressources financières. Sur cette politique, les mouvements proposés en dépenses s'établissent à 28 509 000 € et sont composés essentiellement d'une diminution de 5 millions d'euros pour les reversements de la taxe d'aménagement à la métropole de Lyon pour adapter les crédits aux encaissements reçus pour le compte de cette dernière. Et en parallèle, les recettes seront également minorées. 1 100 000 € d'ajustement de la provision à constituer pour couvrir le risque de non-recouvrement des titres par la pairie départementale. Et nous verrons que dans le cadre de la certification, un travail important a été fait en ce qui concerne cette provision, ce qui va nous permettre, avec l'accord du payeur départemental, d'étaler la charge des admissions en avaleur sur plusieurs années. Nous augmentons de 34 486 000 € les provisions à constituer dans le cadre du transfert de la compétence transport à la région. En ce qui concerne la politique d'insertion et de logement, nous augmentons nos dépenses de 347 000 €, dont 234 000 € pour des actions nouvelles dans le cadre de la signature avec l'État du plan pauvreté, et 142 000 € pour les admissions en valeur au titre du RMI-RSA. En matière d'autonomie, c'est une diminution de 44 000 € qui correspond à divers ajustements qui sont liés notamment à la mise en place d'un système d'information harmonisé à la NDMPH. Pour notre politique enfance, famille et santé, nous augmentons nos dépenses de 78 000 € pour répondre à des besoins supplémentaires concernant le placement familial. Le partenariat territorial, cette ligne diminue de 170 000 € en raison du report de paiement dans le cadre de la subvention globale FSE. Pour le développement des territoires, nous augmentons de 130 000 € pour financer des dépenses pour les espaces naturels sensibles et ajuster notre participation à l'EPARI. La ligne budgétaire consacrée aux ressources de l'institution progresse de 289 000 €, dont 105 000 € de crédits au titre des ressources humaines pour le recrutement de conseillers d'information spécialisés dans le cadre du plan pauvreté. En matière de mobilité, nos dépenses diminuent de 16 981 000 €, dont 17 243 000 € d'attribution de compensation à la région et une augmentation de 262 000 € pour l'entretien des engins et la viabilité hivernale 2018-2019. En matière de sécurité et d'incendie, nous diminuons nos dépenses de fonctionnement de 1 million € sur notre participation au SDMIS et une somme équivalente sera versée sous la forme d'une subvention d'équipement. En matière de recettes, donc sur la politique ressources financières, il est proposé une augmentation de 14 179 000 € de nos recettes qui comprennent pour l'essentiel 17 244 000 € de recettes pour l'annulation de l'écriture de rattachement de l'attribution de compensation 2018 due à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous diminuons de 5 millions d'euros d'ajustement des montants perçus de taxes d'aménagement que nous venons de voir en dépenses aux prévisions d'encaissement pour cette année. Nous augmentons les recettes fiscales de 1 702 000 € pour ajuster le budget aux montants qui nous ont été notifiés, à savoir une augmentation de 1 132 000 € de fiscalité directe, dont 735 000 € sur la CVAE,
137 000 euros sur la taxe foncière et 177 000 euros de dispositifs de compensation péréqués. Nous avons une progression également de 493 000 euros de produits provenant du Fonds de solidarité des départements et enfin une progression de 77 000 euros de notre DGF. Nous inscrivons 228 000 euros de reprise sur provision pour faire face aux demandes d'admission en non-valeur présentées par la péridépartementale pour 2019. En matière d'insertion et de logement, 330 000 euros proviennent essentiellement du financement accordé par l'État au titre du plan pauvreté. En matière d'autonomie, 65 000 euros résultent des contributions supplémentaires de personnes handicapées et du financement par le CNSA du système d'information harmonisé de la MDMPH. S'agissant du partenariat territorial, une progression de 172 000 euros de nos recettes du fait de la perception de fonds au titre du Fonds social européen. Les recettes liées aux ressources de l'institution progressent de 149 000 euros, dont 119 000 euros sont liés aux ventes de véhicules. Pour le développement des territoires, une recette de 95 000 euros supplémentaires est liée à la participation supplémentaire de l'Agence de l'eau au service d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration. Pour les collèges, c'est une progression de 102 000 euros, notamment qui concerne la compensation des demi-pensions des collèges publics. En ce qui concerne les investissements, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière d'investissement, les principales dépenses concernent des travaux supplémentaires dans les collèges, ainsi que 3,5 millions d'euros supplémentaires qui sont affectés à l'OPAC afin d'apurer plus rapidement notre dette vis-à-vis de cet organisme. Le financement des demandes nouvelles qui ont été présentées s'effectue essentiellement grâce à l'autofinancement complémentaire qui est dégagé en fonctionnement et qui s'élève, je vous le rappelle, à 4 millions d'euros. Alors, comment nos dépenses évoluent-elles en investissement ? Pour les collèges, nous avons une dépense supplémentaire de 1 085 000 euros, dont 1 035 000 euros pour les constructions et la rénovation d'établissements. Pour le développement des territoires, nous avons une progression de 3 279 000 euros, donc 3,5 millions de dépenses supplémentaires, comme on vient de le voir, pour apurer plus rapidement la dette vis-à-vis de l'OPAC du Rhône. Le partenariat territorial, cette ligne de dépenses progresse de 529 000 euros suite à l'augmentation pour les aides aux communes et aux structures intercommunales. L'appel à projet est ainsi revalorisé de 762 000 euros et les prévisions de dépenses pour les contrats pluriannuels, quant à elles, sont diminuées de 194 000 euros. En matière de sécurité et d'incendie, donc corrélativement à ce que nous avons vu en fonctionnement, donc nous augmentons notre dotation de 1 million d'euros pour soutenir le SDMIS dans ses projets numériques. Et cette subvention est financée par la baisse équivalente de la participation du département en fonctionnement. En matière de culture et de tourisme, nous diminuons nos dépenses liées de 272 000 euros et ceci est lié principalement au report du programme de réaménagement du site de Lima. Pour le développement des territoires, en matière de recettes, nous constatons une progression de 101 000 euros liée à la récupération de subventions dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Pour le partenariat territorial, nos recettes augmentent de 1 176 000 euros et ceci est lié à la récupération d'indus de subventions versés dans le cadre de l'appel à projets conformément aux conventions passées. Une partie de cette somme, soit 762 000 euros, est redéployée pour d'autres projets. En matière de mobilité, nous constatons une augmentation de nos recettes de 397 000 euros,
dont 370 000 € proviennent de cofinancement obtenus pour l'aménagement du carrefour des 7 chemins. En synthèse, et hormis les ajustements de crédit en dépenses et en recettes nécessaires à cette période de l'exercice, cette première décision modificative permet donc, comme je vous l'ai dit, de concrétiser l'effort important qui a été effectué sur les provisions dans le cadre de la certification pour permettre le préfinancement et l'étalement de la charge des admissions en ma valeur, d'accroître notre autofinancement de 4 millions d'euros, d'affecter cette somme au renforcement des investissements sur nos politiques départementales, que ce soit l'OPAC, le partenariat territorial ou les collèges. Ainsi, le prochain mandat pourra bénéficier d'une situation financière nettement plus saine. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Monsieur le Président Pomeré, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, cette décision modificative est dans la stricte lignée du budget primitif. Il traduit la même sérieux de gestion et les mêmes orientations politiques. C'est la raison pour laquelle notre groupe le votera sans problème et tout à fait favorablement. Pardon, je vous en prie, Sheila. Juste explication de vote pour être cohérent avec notre vote sur le budget, on s'abstiendra. Merci pour votre intervention. Donc, je mets le rapport qui nous a été présenté brillamment par Christiane Agara. Donc, abstention du groupe. Je ne sais plus quel est le nom exact de votre groupe socialiste et non, c'est gauche départementale. C'est plus bien ce que c'est la gauche maintenant. Hein. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. Voilà. C'est un peu comme le miel dans le lait chaud, partout et nulle part. C'est ça, voilà. Je suis assez d'accord. Alors, donc, abstention, pas de vote contre, il est adopté, et je vous en remercie, avec 2 abstentions. C'est toujours Christiane Agara qui continue sur le 3.5. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, là c'est une décision qui est vraiment comptable, puisqu'il s'agit de virements entre chapitres. Alors, par notre délibération numéro 004 du 29 mars 2019, le Conseil départemental a expressément autorisé son président à procéder, dans les conditions prévues par l'instruction M57, à procéder à des virements de crédit entre chapitres. Donc, c'est ce que nous allons faire par cette délibération. Donc, cette faculté, quand même, est toutefois limitée quantitativement par un plafond qui est fixé à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Ceci veut dire que pour la section de fonctionnement, les dépenses réelles 2019 étant de 437 718 132,22 €, le plafond de 7,5% est de 32 828 859,92 €. Les virements effectués qui vous sont proposés s'élèvent à 12 500 €. Pour la section d'investissement, les dépenses réelles 2019 étant de 195 210 803,21 €, le plafond est limité donc à 14 640 810 000 € et nous vous soumettons des virements pour un montant de 25 000 €. Alors, dès qu'un virement de crédit entre chapitres est effectué, une information doit vous être donnée. Ainsi, depuis la dernière information donnée à la commission permanente du 17 mai, un virement de crédit entre chapitres est intervenu entre le chapitre 65, autres charges de gestion, et le chapitre 011, qui sont les charges à caractère général, ceci afin de permettre à la médiathèque départementale de mettre en place une action financée dans le cadre de la conférence des financeurs 2019, conformément à la délibération de la commission permanente du 15 février 2019. Ce virement a été réalisé à hauteur de 12 500 €. Après ce virement, les plafonds autorisés demeurent respectés
Il vous est donc demandé de donner acte au président de la commission de ces informations. Merci Christiane. Rapport purement technique. Donc je le mets aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et c'est Daniel Valero qui va nous parler de la Chambre régionale des comptes. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, ce rapport a pour objet de vous présenter le rapport d'observation définitive établi par la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion au cours des exercices de 2008 à 2016 de la société publique locale Lyon Confluence. Cette présentation revêt un caractère obligatoire dans la mesure où le département du Rhône est actionnaire de cette société. Nous détenons effectivement 15 parts sociales représentant ensemble 1,25% du capital social de cette société pour une somme de 22 867,35 €. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que ça sera un peu long. Je veux juste vous rappeler que les investigations de la CRC ont porté sur 7 points. Et je reviendrai sur ce qui concerne la gouvernance de la société, dont l'activité est principalement consacrée à l'aménagement du secteur dit de la Confluence dans le 2e arrondissement. La CRC formule donc diverses observations et elle fait des observations sur toute la gestion, les assemblées et autres. Donc je vais passer parce que vous avez tous lu, vous le savez tous par cœur. L'essentiel, c'est que nous, le département, nous sommes là pour écouter la CRC et respecter ce qu'elle nous dit. Donc elle nous dit grosso modo qu'il faudrait peut-être qu'on ne fasse plus partie de cette SPL. Donc on va donner suite à cette recommandation et on va mandater le président à faire en sorte que tout se passe bien au final, quoi. Voilà, j'ai fait un très gros résumé. Merci pour la petite sonnette. Je vais donc, sur recommandation de la Chambre des magistrats, entamer les démarches de sortie de nos 16 parts de ce lieu qui est un lieu métropolitain. Alors, je ne sais pas qui récupérera nos parts, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc, je mets donc le rapport aux voix. Ça nous rapporte des sous, en fait, ces 16 parts? Pas du tout, il n'y a pas de dividende versé. Ah mince. Alors, sans dividende versé, je mets quand même le rapport aux voix. Qui s'abstient, qui vote contre, est adopté à l'unité. Et c'est Madame Jury qui présente le rapport suivant. Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le rapport que je vous présente est simplement pour soumettre l'adhésion de la collectivité à la convention de participation signée avec le centre de gestion et la métropole en matière de protection sociale et de garantie prévoyance. Donc les agents du département ont été interrogés et il s'avère que pour la couverture santé, ils sont bien couverts au titre du risque santé. Un contrat de groupe obligerait au bout de ce questionnaire un grand nombre d'agents à dénoncer leur contrat. Donc la collectivité a choisi de n'aller que sur le risque prévoyance qui, lui, par contre, est très peu couvert parce qu'il semble que certains agents ne connaissent pas forcément les risques qu'ils encourent en cas d'absence prolongée, longue maladie, invalidité, etc. Et aussi la baisse de leur pension de retraite. Donc, il est donc proposé de ne retenir et de nous engager que dans le contrat de prévoyance avec le centre de gestion du Rhône. Ça a une incidence financière pour la collectivité, bien sûr, et c'est normal. Donc, l'incidence financière est d'à peu près 120 000 €, c'est une prévision. Et la participation du département pour chaque agent passerait de 10 à 16 €. Voilà, aujourd'hui, donc c'est l'adhésion, c'est 120 000 € environ pour le département. Merci. Je voudrais remercier pour ce dossier le service RH qui a beaucoup travaillé. Ouais, c'était une vision, une volonté de l'exécutif de mettre en place cette possibilité sur des agents. Je rappellerai qu'il y a une 50aine d'agents qui n'ont aucune protection. Aucune protection. Donc on va essayer d'avoir avec eux une forme de pédagogie pour les amener à souscrire ce genre de choses. C'est une contribution importante du département. Ça va, je dirais, ça se rajoute à ce qu'on a mis en place depuis quelques années sur le soutien à nos agents. Ce ne sont pas que des agents, ils ont aussi au droit, je dirais, à la reconnaissance de ce qu'ils font et je dirais une participation financière sur certains points. Voilà. Et puis, quelque part, c'est aussi du pouvoir d'achat qu'on rajoute pour eux. Et de voir des agents qui n'ont aucune solidarité, je dirais, globale, c'était pour moi quelque chose
d'impensable. Merci à tous ceux qui ont contribué. Donc je mets ce rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il est adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Le rapport suivant, on ne va pas le détailler, c'est la mise à plat des présidents de commission. Éducation, culture, tourisme, c'est Claude Goy. Finances et ressources, moyens généraux, c'est Madame Jury. Et patrimoine, développement durable et mobilité, c'est Daniel Julien. Merci au nouveau président de commission et Madame Geoffrey, qui reste la doyenne des présidents de commission, qui reste dans son poste. Madame Geoffrey, merci. Les commissions restent les mêmes. Voilà. Et j'ai proposé tout à l'heure en CP que les rapports de CP soient faits maintenant par les présidents de commission, parce que c'est aussi bien qu'ils soient mis en valeur. Ça ne doit pas se limiter au travail de commission, à la préparation des rapports et la présentation en commission. Ils viendront ici présenter. Ça fait beaucoup de peine pour monsieur le directeur qui a présenté pour la première et peut-être la dernière fois les rapports en CP, mais il faut évoluer. Pour ce qui est des commissions où il n'y a pas eu d'observation après ou les représentations extérieures en conférence des présidents, donc nous passons à la tablette 4 et c'est M. Fournel sur le 4.1 qui va nous parler de mobilité, j'imagine, ou des amendes de police, pardon. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord saluer le club des Tilleuls de Mardeur, que je pense que Madame Darphin nous présentera dans quelques minutes. Donc aujourd'hui, nous allons valider le rapport sur les amendes de police. Ce rapport a pour objet d'approuver la répartition des amendes de police relatives à la sécurité routière. C'est une somme de 769 000 € qui est ainsi répartie aux communes du Rhône de moins de 10 000 habitants. Et il est à noter que la grande partie de cette somme a été répartie par les conseillers généraux en fonction des projets, des conseillers départementaux, pardon, en fonction des projets présentés par les communes. Donc vous avez en annexe la répartition de ces amendes de police en fonction des communes du département. Pour mettre c'est des communes en dessous de 10 000 et l'enveloppe de cette année était une progression de 7,2. On pensait qu'on en aurait moins eu égard à, je dirais, à l'intérêt qu'avaient porté certains amis jaunes vis-à-vis des radars, mais donc peut-être ce sera l'année prochaine, mais en tout cas la répartition a été faite. Donc je mets ce rapport. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. J'ai une question. Alors, si on peut y répondre. S'il vous plaît. Donc, vous présentez le rapport qui indique les modalités de répartition, là, on vient de le voir dans le rapport. Oui. Nous en profitons, nous, pour remercier les services dont le travail d'analyse nous facilite grandement les arbitrages. Alors, sur le canton de l'Arbrel, on est bons soldats, voyez-vous. Nous avons réparti l'enveloppe allouée de 80 100 € après de savants calculs et en veillant bien l'équité. Vous comprendrez notre surprise quand on a fait les additions et qu'on découvre qu'en réalité, l'enveloppe qui a été allouée au canton de l'Arbrel est de 101 205 €. Première question, pourquoi nous avoir demandé de répartir 83 100 si l'enveloppe contenait 18 105 € de plus? D'accord. Deuxième question, certaines communes du coup se trouvent gratifiées de largesse étonnante par rapport à ce que nous avions attribué. Alors, parfois aux grandes dames de la note qui a été attribuée par les services. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on doit comprendre, bien qu'on comprendra par nous? Alors, je vais essayer de vous expliquer. Il y a la répartition que vous avez vue avec votre œil progressiste, c'est-à-dire une forme d'équité. Moi, dans mon canton, où les chers collègues, certains le répartissent en fonction des projets. Chacun voit ça à l'aune de ses convictions, de sa philosophie et de ses projets. Et la deuxième rajout, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe du département qui est à la main du président. Donc j'ai rajouté à certains endroits où je ne l'ai pas fait à d'autres endroits en fonction du projet. Oui, mais alors comment nous, on peut communiquer vis-à-vis des communes, puisqu'on a réparti une enveloppe? Voilà, vous cliquez sur l'enveloppe. Alors donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, vous avez été bien doté par le président. Vous avez, vous fait une répartition qui est la vôtre, que je respecte, pour laquelle il n'y a pas eu... Oui, mais elle n'apparaît plus.
Comment ça n'apparaît plus? Ah ben non, elle n'apparaît plus. Quelque part, vous avez sur une enveloppe qui s'appelle amende de police. Moi, je croyais que c'était une enveloppe qui était allouée par l'État. Il doit y avoir un complément de 60 000 euros, je crois, qui est réparti. Voilà. Je les ai quasiment pas répartis dans mon canton, puisqu'une partie des communes de mon canton, pour être très clair, sont exclues, eu égard à leur nombre d'habitants. Je ne suis pas suspect. Non, mais tant mieux pour les communes. Fournel, Tant mieux qui est pour les aussi à la communes. manœuvre que moi, peut répondre. Monsieur le Président, je vous en prie. L'année prochaine, si vous le souhaitez, vous pouvez donner à Tisébo, comme ça on vous remerciera au moins, nous. Et on vous sera grandement reconnaissant. Avec toute l'avance qu'a Tizy-et-Bourg, les bourgs, vous pouvez encore patienter quelques années. Voilà, je remarque, moi j'avais un beau projet, mais je remarque que vous n'avez pas abondé sur ma commune. Mais vous m'en avez même pas parlé, mais si vous voyez, si vous manquez de communication, monsieur. C'est parce qu'on pensait que c'était à notre main, Monsieur le Président. Ah bah, la première partie est à votre main, et comme celle qui va suivre derrière était aussi à votre main. Voilà. En tout cas, allez, je mets avec ces explications et la recommandation pour l'année prochaine de M. Fournel aux voix et au vote. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Il a adopté à l'unanimité. Et c'est Mme Darphin qui va nous présenter le rapport qui concerne le laboratoire Vétagro. Et je voudrais souligner la présence de Chantal Brosse, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Loire et présidente de Terrana, qui est présente ici. Merci, chers collègues, de votre présence. Oui, le conseil départemental du Rhône a engagé une réflexion sur son laboratoire départemental avec comme objectif la sécurisation tant juridique que financière et organisationnelle de la mise en œuvre de ces politiques sanitaires dans le domaine de la santé animale. En effet, nous disposons d'un laboratoire d'analyse qui intervient essentiellement dans les domaines de la santé animale, les sérologies, les PCR, les bactériologies animales. Ses principaux clients sont les vétérinaires et les éleveurs du département. Il entretient un partenariat fort avec les organisations professionnelles comme le GDS et la Chambre d'agriculture. Le laboratoire 69 est hébergé actuellement dans les locaux de VétagroSup, c'est l'enseignement l'École nationale vétérinaire de Lyon, et une convention de transfert de gestion de l'activité est renouvelée chaque année entre le conseil départemental et l'établissement d'enseignement et de recherche. Pour assurer les missions, le département met 3 agents à disposition et verse une subvention annuelle de 50 000 € en 2019 et finance également des investissements de matériel. Ce mode de fonctionnement qui a eu toute sa valeur pendant plusieurs années, ce mode de fonctionnement présente aujourd'hui des points de faiblesse et ne permettent pas de répondre totalement aux besoins de la filière élevage du département, mais aussi à nos objectifs. Donc nous sommes soucieux de maintenir un service de qualité auprès de la filière élevage et notamment en mettant en place de nouveaux tests dans le cadre de l'émergence de nouvelles maladies, également des tarifs et de la logistique et de l'appui technique. Dans un contexte réglementaire et financier également de plus en plus contraint et face à de nouvelles demandes, le département a initié une réflexion en 2019 afin de définir le cadre opérationnel, économique et juridique qui lui permettra de répondre au mieux à ses objectifs. Nous avons mené une étude avec le cabinet Philom et il ressort que le scénario d'adhésion au GIP Terrana apparaît le plus adapté pour répondre à ces enjeux. Donc ces différents points qui sont la mise en œuvre d'une stratégie à long terme en matière de politique sanitaire, un cadre juridique et financier pérenne. Le GIP Terrana est un opérateur important dans le domaine de la santé animale. Il est localisé dans la même région que le laboratoire 69. Il est à... Zut, je ne sais plus où il est. Aidez-moi. Non, Montbrison. Voilà. Voilà. À côté, pardon. Il est à Montbrison, donc c'est pas très loin. Il est très connu de la filière agricole. Donc ces différents points constituent des garanties que ce laboratoire est en capacité de répondre aux besoins analytiques actuels et à venir des éleveurs du Rhône. Le GIP Terrana a été présenté en commission par son directeur la semaine dernière. Donc il regroupe 4 départements, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, qui à l'époque ont décidé en 2016 de regrouper leurs laboratoires respectifs. Et ça a permis d'ancrer leur légitimité sur le territoire et de renforcer leur pérennité. Donc je vous propose donc de ne pas reconduire la convention avec VétagroSup au-delà de son échéance du 31 décembre 2019 et d'intégrer le GIP Terrana au 1er janvier 2020. Actuellement, nous travaillons concomitamment les modalités de retrait et l'adhésion au GIP Terrana, donc les démarches, les conditions financières d'adhésion, la fin du partenariat et également l'accompagnement des 3 agents dont je vous ai parlé tout à l'heure
pour leur proposer une évolution plus proche de leurs attentes. Voilà, et puis la mise en place également du transfert de l'activité pour la campagne de prophylaxie 2019-2020. Donc l'intégration du département du Rhône se fera dans les mêmes conditions que les autres départements. Le GIP sera alors constitué de 5 membres et chaque département possédera 20% des droits de vote dans les instances dirigeantes du GIP. Notre cotisation financière annuelle sera de 50 000 €. Donc moi, je vous propose de soumettre à votre approbation cette convention constitutive du GIP Terrana qui figure en annexe et délibérer sur ce rapport. Et je remercie également la présence de Chantal Brosse, ma collègue de la Loire, qui est présidente du GIP Terrana. Merci, mais je voudrais aussi vous remercier, Madame la Vice-Présidente, pour avoir conduit, pas ces négociations, mais ce dossier quasiment pendant 1 an, avec le cabinet d'audit qui nous a accompagnés, mais aussi avec le partenaire avec la Chambre d'agriculture, avec le GDS et ses 2 présidents, M. Murigneux dans un premier temps et M. Grange dans un deuxième temps. Je vous confirme que pour les 3 agents, on aura un accompagnement personnel. Je crois savoir que peut-être un des 3 était intéressé pour aller intégrer le groupe Terrana, et puis d'autres sont déjà pressentis pour dans d'autres laboratoires publics ou privés. Mais toujours est-il que le département accompagnera les agents ou l'agent qui resterait sans possibilité d'emploi. Je rappellerai qu'ils sont fonctionnaires territoriaux, donc il n'y a pas de souci, je dirais, de chômage pour l'un et pour l'autre. C'est un rapport important parce que c'est une évolution du département. On était liés depuis de nombreuses années avec l'école Veto, qui est une des meilleures écoles Veto du monde. C'est pas la difficulté que l'école, mais je crois qu'il fallait évoluer et entrer dans le groupe Terrana avec lequel 4 départements sont déjà associés, un autre est en discussion. C'est aller sur une forme de modernisme. Le monde agricole n'a, je dirais, rien dit et voit plutôt ça d'une façon évolutive. Enfin, je trouve que c'est un dossier qui était bien mené. Merci encore, Madame la Vice-Présidente, pour ce temps que vous avez passé à voir les uns et les autres et voir la possibilité de sortir d'abord de l'école Veto, de choisir le groupe Terrana, et qui était une évidence pour les spécialistes comme le GDS et la Chambre d'agriculture. Je mets donc le rapport aux voix tel qu'il vous a été présenté par Colette Darphin. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et ça doit être M. Dupéret qui va nous parler, je crois, des PENAP. Antoine, tu as la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. On va parler des PENAP. Donc, c'est un rapport qui présente 20 demandes de subventions validées en comité de décision au titre de la politique de la protection des espaces naturels, agricoles, périurbains, des territoires de l'Ouest lyonnais, de l'agglomération lyonnaise et de la plaine des Chers et Coteaux pour un montant de 252 822,82 €. Il y a eu 28 dossiers reçus lors de ce deuxième appel à projet, donc 8 n'ont pas été retenus, soit parce qu'ils n'avaient pas de lien avec la politique PENAP, ou ils ont été réorientés vers une autre procédure d'aide départementale. Les 20 dossiers retenus ont reçu un avis favorable du comité de décision des territoires. 15 dossiers concernent l'orientation numéro 2 du programme d'action PENAP, lié à la valorisation et à la viabilisation et la valorisation des activités agricoles. Donc les projets concernent le développement des circuits courts, l'amélioration des conditions d'exercice des agriculteurs et la modernisation des exploitations. 5 dossiers concernent l'orientation numéro 3 du programme, lié à la préservation de la qualité environnementale des territoires. Donc les projets concernent le maintien de la biodiversité, l'adaptation au changement climatique et à la mise en place des pratiques agro-environnementales. Donc les 20 dossiers présentés en annexe ont reçu un avis favorable du comité de décision. Merci, Monsieur le Vice-Président. Pour mémoire, ce sont des dossiers qui sont tous vus en amont avec la Chambre d'agriculture et validés avec la Chambre d'agriculture. Si pas d'intervention, je mets le rapport qui nous a été présenté aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, il est adopté à l'unanimité. Et c'est Monsieur Valero qui revient sur le devant de la scène, sur le déploiement du très haut débit, pour lequel nous aurons une signature. Je meuble pendant que vous préparez. Je faisais ma popote. Je rangeais mes dossiers. Signature avec tous les présidents. Je m'occupais. Comme dont certains sont déjà dans le public et d'autres sont dans la salle. Monsieur Valero, vous Merci, Monsieur le Président. Donc, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous raconter la délibération, mais je vais plutôt vous raconter ma version de cette délibération, puisque je m'étais engagé à vous tenir au courant de l'avancée des travaux de la fibre sur notre département. Donc,
je rappelle simplement que notre département a obtenu que les opérateurs Orange et SFR, d'ailleurs présents dans la salle aujourd'hui, prennent en charge l'intégralité de l'investissement pour la construction des réseaux en fibre optique du département. Par cet accord, le Rhône sera entièrement équipé en très haut débit, en fibre optique, sur fond 100% privé. Et nous sommes bien un des rares départements. Les travaux seront livrés fin 2020 et la commercialisation est progressive et sera généralisée à tout le département d'ici à fin 2022. C'est bien de le redire à chaque fois. Pour rappel, le département a voté un avenant en décembre 2018, il y a presque un an. Chacun des 12 EPCI du Rhône l'a ensuite adopté dans les mêmes termes. D'où la signature, Monsieur le Président, commune avec l'État, les EPCI, vous, cet après-midi à 14h. Cet avenant vient renforcer le dispositif déjà voté par le département, l'État et les EPCI, et signé avec les opérateurs le 25 avril 2018, que le temps passe vite, à Pommiers. Il prévoit des pénalités potentielles, mais que nous n'aurons pas à appliquer, car les opérateurs vont tenir leurs engagements, n'est-ce pas, messieurs, en cas de défaut des opérateurs. Ces pénalités sont donc un outil de plus au service de la collectivité pour veiller à la réussite de son projet à échéance 2022. Elles ont été instaurées par l'article L33-13 du Code des postes et télécommunications à l'occasion du vote de la loi ÉLAN, évolution du logement et aménagement numérique, du 24 novembre 2018. Il convenait alors pour le département de se doter de cet outil supplémentaire qui n'existait pas au moment de la signature de la convention initiale 2018 à Pommiers. Alors, qui prononcerait et qui percevrait les pénalités, vous allez me dire? Parce que je crois qu'on a besoin d'argent, c'est ça? Même si on ne va pas les prendre. En fait, ce n'est pas nous. Sous contrôle de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, elle serait infligée et perçue par l'État, partenaire, signataire de la Convention et de son avenant, et donc garant des engagements des opérateurs. Ces pénalités, c'est important que vous le sachiez, seraient substantielles. Selon la situation observée sur le terrain, il y a 4 plafonds de pénalités possibles. La première, 3%, ça paraît peu, mais c'est 3% du chiffre d'affaires du groupe, ce qui paraît beaucoup. Ou 1 500 € par prise résidentielle manquante sur la zone arrière de l'armoire, ou 4 500 € par prise entreprise manquante sur la zone arrière de l'armoire, ou 450 000 € par armoire incomplète. Ça chiffre, hein? Vous comprenez bien que les opérateurs auront à cœur de bien réaliser à temps les travaux. Donc voilà pour ce qui est du cadre contractuel et réglementaire, et ça c'est vraiment important. Sur le terrain, donc c'est essentiel, et je le rappelle à chaque fois que j'interviens sur le territoire avec Orange ou SFR, et la dernière fois c'était à Colombier-Saunieux, en présence du président Guillotot, de faire attention à l'échéance qui est bien fin 2022. Les gens se trompent souvent entre 2020 et 2022. Au-delà des ouvertures commerciales qui suivent les travaux d'installation, nous précisons bien dans nos documents et comptes rendus que l'échéance contractuelle de couverture de l'ensemble de la population est à fin 2022. C'est important car c'est un chantier énorme et complexe. Il a ses aléas techniques, de changement obligé de poteaux, de réfection de voirie, de création de génie civil ou autres. Si bien qu'à l'occasion de l'installation de la fibre, des micro-secteurs ou des secteurs plus importants de la commune peuvent être différés par rapport à d'autres qui reçoivent le service assez rapidement. Nous avons ainsi des communes lancées en travaux en 2016 qui rencontrant des difficultés techniques sur certains secteurs ont aujourd'hui un taux de couverture plus faible que des communes engagées après elles. C'est bien au rendez-vous de fin 2022 que tous, population, départements, communes, EPCI et État, attendons les opérateurs. Mais bien entendu, pour cela, nous suivons l'avancée des chantiers au quotidien et vérifions que la feuille de route permettant d'être au rendez-vous de fin 2022 est respectée. En particulier, nous tenons un comité de suivi au minimum tous les 6 mois, sous la présidence du département, en présence des opérateurs, des présidents de PCI ou leurs représentants, et de l'État. Nous faisons un point quantitatif et qualitatif sur les travaux en cours. Qualitatif, car les travaux doivent respecter des normes environnementales, de sécurité et bien d'autres, qui sont quelquefois mises à mal et signalées par les maires et que nous devons rappeler aux opérateurs. En règle générale, les opérateurs réagissent assez vite et je les remercie. Si vous consultez le procès-verbal du dernier comité de suivi du 26 septembre 2019, il n'y a pas longtemps, vous en aurez quelques exemples. Ce procès-verbal est également donc adressé à tous les maires qui peuvent ainsi être informés et réagir. Donc au départ, c'était uniquement les présidents de PCI.
au premier. Au deuxième, nous avons envoyé à tous les maires. Et puis au troisième du mois de septembre, là, eh bien, nous avons rajouté aussi tous les conseillers départementaux. Ce qui fait que quand un maire vous posera des questions, si vous lisez bien ce compte-rendu, vous pourrez leur répondre. J'espère. Sur un plan chiffré, les opérateurs doivent livrer en travaux un nombre de prises estimé à 230 000 d'ici la fin 2020. 210 000 valeur INSEE 2014, et nous attendons les derniers chiffres INSEE. 85% d'entre elles, soit de l'ordre de 195 000 prises, sont prévues d'être commercialisées dès fin 2020. 100% seront donc commercialisées fin 2022. Plus de la moitié des 700 armoires de rue à implanter sur le département sont déployées. L'emplacement des autres est largement validé. Ainsi, l'équipement en fibre de nos communes est devenu une réalité perçue pour la quasi-totalité des maires. Il commence à être perceptible parmi nos concitoyens également. Un peu plus de 100 000 prises sont construites. Il en reste donc à peu près autant à livrer en construction dans les 14 mois qui viennent, d'ici fin 2020. Ensuite, nous aurons plus de 2 ans, jusqu'à fin 2022, pour traiter les cas, sans doute parmi les plus difficiles, pour rendre tout le monde éligible. 60 000 prises fibres sont commercialisées ce jour sur notre département et nous en attendons 3 fois plus, de l'ordre de 195 000 dès fin 2020. Et donc la totalité, les 230 000 à fin 2022. Donc vous le constatez, cette feuille de route est ambitieuse, le travail restant à faire est dense. Comme j'y me suis engagé, tous les 6 mois, vous allez me dire, devant votre assemblée, je vous ferai un nouveau point d'étape très prochainement. Alors je vous remercie et je vous donne rendez-vous dès 14 h. Sur la deuxième partie de la délibération, vous avez aussi tout ce qui est en phase avec les antennes mobiles. Nous avons un travail avec la région, cette fois, parce qu'on travaille avec la région. Nous avons un programme qui est suivi, qui a été validé par la région. Les antennes ont déjà été installées, d'autres sont en cours. Ça suit son cours. Et pour finir, Monsieur le Président, je voudrais quand même remercier les Paris et la Dune pour leur aide précieuse dans ce dossier. Merci. Je sais que c'est un dossier qui vous anime depuis le début du mandat, pour lequel vous avez passé beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours à Paris et beaucoup de... J'ai parfois de questions des uns et des autres qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le haut débit tout de suite chez eux. Voilà. Je voudrais l'état dans lequel on a trouvé le réseau. Rappelez-moi ce qu'a dépensé l'Isère pour un dossier similaire, Monsieur le Vice-président. Alors, oui, j'aime bien. Hein. Je suis un peu taquin avec mes voisins. Oui. Eux, ils payent, nous, on paye la petite communauté de communes qui est à côté de chez nous, vers Pont-de-Cherruy, a déboursé 1,2 million pour que la fibre arrive. Elle n'est pas arrivée au même niveau que nous. Mais le département de l'Isère, c'est 100 millions d'euros. Voilà. Donc vous imaginez ce qu'on a globalement économisé pour le département du Rhône. Et alors ce qui est quand même assez intéressant là-dedans, c'est l'attitude de l'État qui va sanctionner des gens pour lesquels elle n'a pas mis un sou, l'État, sur ce qui, c'est quand même, je trouve qu'ils sont bons. Hein. Alors, en fait, oui, ça paraît un peu dérisoire, mais en fait, ça nous sert bien puisque ça met quand même la pression. Du coup, même s'il y a 100% d'investissement sur fonds privés, et on les remercie, du coup, on fait partie du cadre national et donc, du coup, tout le monde est gagnant, surtout nous. D'accord. Donc, je mets le rapport au vote tel qu'il nous a été brillamment présenté par Daniel, qui s'abstient, qui vote contre, il a adopté à l'unanimité, et c'est Daniel Julien qui va nous parler collège. Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce rapport a pour objet de présenter la répartition de participation du département et de la région concernant des travaux dans 2 cités scolaires. Je rappelle que la maîtrise d'ouvrage est affectée au département ou à la région en fonction du nombre d'élèves dans les établissements, donc du coup qu'on appelle cités scolaires, qui accueillent à la fois des collégiens et des lycéens. La première cité scolaire est celle qui se situe à Villefranche, la cité Claude Bernard, pour laquelle donc une convention existe depuis le 15 octobre 2012 pour définir les conditions de participation du département et de la région. Sur ces travaux, nous avions déjà adopté un premier avenant et aujourd'hui il convient d'en adopter un second puisqu'on a un dépassement de prévision. Le résultat d'appel d'offres a montré une augmentation de 400 000 € par rapport à l'estimation. De gros problèmes de chauffage ont nécessité des travaux supplémentaires dans ce domaine à hauteur de 400 000 €. Il a fallu aménager un parking des enseignants pour 340 000 € et enfin le désamiantage a dépassé ce qui était prévu de 260 000 €. Ce qui fait que sur le total de cette opération de cette cité scolaire, nous avons une augmentation du coût de 1 400 000 € et qui est répartie en fonction du nombre d'élèves, comme je le disais tout à l'heure.
Et donc, ça a une incidence pour le département d'une augmentation de sa participation de 354 340 € TTC. Le deuxième point est la cité La Plata à Tarare. Et là, nous sommes dans un budget prévisionnel à hauteur de 1 million d'euros. Et vous avez un tableau qui vous présente les répartitions en fonction des bâtiments concernés, parce que ce n'est pas toujours le nombre d'élèves qui intervient. Quelquefois, c'est le bâtiment lui-même quand il est affecté uniquement à la fonction collège ou à la fonction lycée. Et donc, vous avez en dernière page du rapport donc cette répartition pour le 1 million TTC prévu pour l'opération de La Plata, à hauteur de 413 100 € TTC pour la région et de 586 900 € pour le département. Vous êtes invités, mes chers collègues, à bien vouloir délibérer sur ces propositions. Merci, monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, je mets le rapport aux voix. Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est adopté à l'unanimité. Et c'est Bruno Pélachon qui va nous parler du partenariat territorial. Merci, monsieur le président, chers collègues. Je vous propose d'examiner le 4e appel à projet lancé dans le cadre du partenariat territorial. Vous rappelez que depuis 2016, le département a soutenu le financement de plus de 470 millions d'euros de travaux, donc réalisés par les communes et les groupements de communes. C'est à ce titre plus de 1200 dossiers qui ont été traités pour un soutien financier aux collectivités à hauteur de 46 millions d'euros. Avec ce rapport, le département réaffirme bien évidemment son implication en faveur de la solidarité territoriale et de l'aménagement du territoire. Rappelez que cette compétence est non obligatoire et qu'elle a été abandonnée par bon nombre de départements. Ainsi, depuis le lancement de la nouvelle procédure d'appel à projets, ce sont près de 59 projets majeurs d'écoles et 41 projets d'équipements sportifs qui ont été soutenus. Ce dispositif s'améliore et se simplifie chaque année, notamment avec la mise en œuvre en 2017 de la dématérialisation de la procédure, en 2018 avec la simplification qui est appliquée aux opérations d'un montant de travaux inférieur à 100 000 €. Quelques chiffres, un focus sur l'appel à projet 2019. À notre grande surprise, nous avons été très sollicités puisque nous avons reçu 335 dossiers d'appel à projet regroupés sur 154 communes, 34 EPCI et syndicats pour un montant d'investissement total de 134 millions d'euros. Bien évidemment, suivant notre procédure et notre règlement, chaque conseiller départemental a reçu l'ensemble des dossiers dématérialisés de son comptant, avec les éléments techniques et financiers pour proposer une répartition de son enveloppe. Vous rappelez également que les conseillers départementaux ont également priorisé les projets structurants et d'intérêt départementaux de leur canton. À l'issue donc de sa réunion, le comité d'engagement a confirmé les priorités présentées par les conseillers départementaux. Les résultats sont repris dans les tableaux en annexe. Vous rappelez que cette année, l'enveloppe globale est prévue à hauteur de 12,25 millions d'euros, avec une attention particulière à porter sur différentes politiques, à savoir l'enfance et la petite enfance, la mutualisation des équipements sportifs, les seniors, la protection de la ressource en eau et la mutualisation des infrastructures. Cette année, 40 projets d'écoles ou restaurants scolaires seront financés par le département à hauteur de plus de 2 millions d'euros. 33 projets d'équipements sportifs seront financés à hauteur de près de 3 millions d'euros. La répartition qui vous est proposée des projets donc par politique départementale avec des montants significatifs. Vous avez dans votre rapport l'ensemble de cette répartition, quelques montants quand même significatifs avec le développement local, aménagement pour un montant de subvention proposé de 4 443 669 €. En termes d'éducation, 2 232 313 €. En matière de politique sportive, c'est également près de 3 millions d'euros avec 2 941 046 €. Vous parlez également de la répartition des projets par canton qui concernent 227 projets portés par les communes qui représentent un montant total de 10 755 095 € qui vont de Thizy-les-Bourgs
avec 1 267 920 € au canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, avec 280 490 €. Concernant l'application financière des dépenses, les subventions d'investissement proposées sont imputées sur l'autorisation de programme 543 de 2019 à hauteur de 11 407 042 € et sur l'AP 358 de 2019 à hauteur d'1 604 878 €. Il vous est donc proposé de rééquilibrer les crédits entre ces deux autorisations de programme et ce réajustement ne modifie pas le niveau de crédit inscrit au titre de l'appel à projet dans notre décision modificative numéro 1 de 2019. Vous rappelez également que nous sommes vigilants à améliorer d'année en année ce dispositif et que nous sommes appelés, bien évidemment, à évaluer cette procédure d'appel à projet au regard notamment des évolutions de compétences et des collectivités. Voilà, je vous invite, chers collègues, à délibérer sur ce rapport. Est-ce qu'il y a des interventions? Je vous en prie, madame. Merci, Monsieur le Président. Comme on a déjà dit par le passé, tout n'est pas mauvais, mais pour gagner du temps, on va aller droit au ce qui nous chiffonne. Pour notre canton, cette année, il y avait davantage de projets à considérer, ce qui a l'air de vous avoir surpris. Pourtant, nous l'avions remarqué par anticipation lors du vote du dispositif 2019. Ainsi, chez nous comme ailleurs, j'imagine, les projets individuels ont été moins bien accompagnés que l'année dernière, par exemple. Et c'est ce côté imprévisible du dispositif que nous avons déjà regretté. Ceci dit, la répartition en tant que telle, chez nous, ne peut que nous satisfaire, puisque, au moins cette fois-ci, vous avez suivi notre arbitrage. Cependant, nous nous interrogeons sur le montant dérisoire des subventions attribuées aux communautés de communes, alors que par définition, ces projets sont structurants pour les territoires. Nous manquons d'informations sur les raisons de telle ou telle attribution. Compte tenu des résultats toujours au beau fixe de nos finances que nous a présenté Christiane Agara tout à l'heure, d'aucuns pourraient croire que c'est un choix politique que de ne pas souhaiter encourager et promouvoir les projets structurants. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Pomeroy, je vous en prie. Pour notre part, nous nous satisfaisons de cette politique du partenariat territorial et de la confiance, Monsieur le Président, que vous faites aux conseillers territoriaux sur le territoire, départementaux, pardon, sur le territoire, puisque nous pouvons intervenir activement dans l'analyse des dossiers suite au travail fait, bien sûr, par les services qui font là aussi un travail important. On veut simplement dire que cette politique est facultative, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, et que nous nous satisfaisons que la politique de l'exécutif maintienne cette aide, et nous la soutenons bien entendu totalement. Merci, monsieur le président. Tiens. Oui, merci, monsieur le président, mes chers collègues. Bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire, comme l'a rappelé le rapporteur Bruno Pellachon, le département a apporté un soutien financier de 46 millions d'euros sur 4 ans aux collectivités. Et en premier lieu, aux communes, faisant de celui-ci le premier partenaire financier de ces collectivités. 46 millions, l'équivalent de 3 collèges. Et ceci conformément à notre engagement de ne pas surenchérir la pression fiscale que subissent nos concitoyens. 46 millions qui permettent aussi aux communes et aux Comcom de réaliser de beaux projets sans pour autant avoir recours à l'impôt. Enfin, je l'espère. Pour terminer, il faut souligner que cela a permis de maintenir ou de créer plus de 8 000 emplois sur notre territoire. Mission réussie, Monsieur le Président. Monsieur Brun. Oui, simplement pour vous faire remarquer que notre enveloppe dans le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon est quand même assez basse. Donc, bien qu'elle ait été augmentée cette année, et nous vous en remercions. Alors, nous n'avons pas l'habitude de nous plaindre dans notre secteur, puisque bon, je vois que mon collègue a à peu près le même montant que nous. Mais vous comprendrez qu'il est difficile aussi de satisfaire les projets des communes et la répartition des enveloppes avec Mireille est toujours un casse-tête parce que forcément on a beaucoup de déçus sur nos communes. Voilà, donc on l'a dit depuis le début de ce mandat et depuis la mise en place de cette formule. Donc, si on pouvait aussi penser à nos cantons et à nos communes qui ont besoin aussi
se développer. Merci. Monsieur le Vice-président. Monsieur le Président, juste pardon, une chose. pardon, Monsieur Valero. Oui. Comme mon collègue Delozon a parlé de Jonas, du canton, hein, juste une chose. On est toujours déçus, forcément, parce qu'on voudrait toujours plus. Mais je tiens quand même à rajouter qu'avant, on n'avait rien. Donc c'est déjà pas mal. Monsieur... C'est pareil pour le canton de Brignais. Hein. Oui. Nous avons aussi une enveloppe qui est dérisoire. Hein. Ce qui est drôle, c'est que c'est les moins payés qui disent merci. Oui, peut-être pour répondre à Sheila hein, sur l'enveloppe concernant les EPCI. Cette année, c'est une enveloppe de près de 2 millions d'euros, hein, 1 895 000 euros exactement. Hein, donc, c'est quand même une enveloppe assez significative. Pour autant, je crois, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce dispositif évolue et s'améliore. Et je crois notamment, on doit trouver des axes d'amélioration sur les critères dévolus aux enveloppes pour les EPCI. Je suis assez d'accord. Monsieur Fialer voulait intervenir. Oui, je ne veux pas participer à la litanie de ceux qui pleurent parce qu'ils ont moins qu'auparavant, que les mandats précédents. Je crois qu'on peut quand même se satisfaire d'avoir des subventions. C'est vrai, moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on se remette autour de la table et qu'on redéfinisse les critères, hein, même si ceux qui sont trouvés sont intéressants. L'égalité sur un territoire, c'est pas que toutes les communes aient le même montant de subvention ou les mêmes communautés de communes aient le même subvention. Les mêmes montants de subventions. Je pense qu'il faut qu'on analyse sur notre territoire. Il y a des critères quand même qui sont assez objectifs. Où est-ce que l'espérance de vie est la plus courte? Où est-ce que le niveau d'enseignement est le plus faible? Où est-ce qu'on a des territoires avec des gens qui sont très impactés? Moi, je prends l'exemple du quartier politique de la ville de ma commune. On vient d'avoir les rapports. Dans ce quartier, c'est simplement 20% des enfants qui vont aller jusqu'au bac, quand c'est 80% sur le reste du territoire français. C'est 56% des gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, c'est aussi vers tous ces publics qu'on a à apporter des services et des équipements supplémentaires si on veut rétablir une certaine égalité des territoires. Donc, je crois qu'il faut qu'on fasse rentrer tous ces critères dans la machine. On sait qu'on a sur notre territoire des endroits où le niveau socio-économique des habitants est supérieur, et c'est bien, c'est une richesse pour notre département, mais ça veut dire qu'ils ont déjà des accès à la culture, à l'enseignement, à des équipements qui sont importants, surtout par exemple quand on est très proche de la métropole. En revanche, quand on est éloigné, eh bien, on a un effort, et c'est d'ailleurs tout le mérite d'ailleurs du département, de pouvoir essayer de corriger ces inégalités territoriales et sociales entre l'ensemble des Rhodaniens. Je crois que Renaud Pellachon voulait répondre. Oui, et juste effectivement pour rebondir sur ce que tu as dit, Bernard, hein, on est bien d'accord que l'essence même d'un département, c'est la solidarité territoriale. Et si tu te souviens, quand on a défini les différentes enveloppes cantonales, hein, qui vont, je me souviens, de 250 000 à 950 000 euros, on a pris en compte les différents critères sociaux, dont certains que tu as évoqués tout à l'heure. Je crois que de mémoire, il y en a 8, pour permettre aux territoires en plus grande difficulté d'avoir un niveau de subvention plus important. Peut-être d'un mot, et ça je rejoins les remarques de mes deux collègues, parce que je m'associe sur les cantons de Brignais, Genasse et de Saint-Symphorien-d'Ozon. Je fais partie de ceux qui sont les moins bien traités ici. Je rappellerai que le canton qui est le mien, qui est le nôtre, touche moins que votre commune, monsieur le maire. Touche moins que votre commune. Tout mon canton touche moins que votre commune. Et je rappellerai qu'en termes de politique de la ville, ça relève de la compétence du maire. C'est ce qu'a fait le maire dans sa commune qui amène ou qui amène pas une politique de la ville. Et dans le département du Rhône, il y a quatre endroits en politique de la ville, dont mon canton, dont la ville phare de mon canton. Et je n'ai pas ce que vous touchez, monsieur le maire. Alors, je vous en prie. Je ne cherche pas du tout à polémiquer, je dis simplement qu'il faut qu'on fasse rentrer. Et puis, je pense qu'il faut regarder ce qu'apporte le département globalement. Pour votre commune, vous répartissez 375 000 euros, et moi, pour mon canton, j'en ai 300. Voilà. Oui,
Mais c'est Voilà. vous qui avez fixé les critères. C'est pas moi qui ai fixé les critères, ils ont été c'est pas moi qui fixés par les une commission. C'est pas Voilà. moi qui les ai fixés non plus. Donc ça veut dire que c'est des critères que je pense qu'ils Vous doivent me être parlez du objectifs. soutien aux petites communes et vous faites exactement l'inverse dans votre canton, c'est-à-dire que la moitié de l'enveloppe, c'est vous qui la prenez pour votre commune. Non, Monsieur le Président. Si, vous pouvez regarder les chiffres. Oui, je sais diviser par deux encore. Oui, Monsieur le Président, d'abord, c'est 2 communes, puisque c'est Saint-Jean-d'Ardière qui a rejoint, qui n'avait rien eu depuis le début, et c'est quelque chose qu'on fait en toute transparence avec l'ensemble des maires de ma commune, de mon canton. On se réunit et on se répartit. Alors, il y a certaines années, certains ont plus, d'autres ont moins. C'est marrant parce que c'est pas ce que me disent les maires de votre canton. Ah ben, c'est pas. Alors là, ça, j'aimerais bien qu'on les rencontre ensemble. Non, Alors, ce sont vos conseillers départementaux. Oui, tout à fait. Moi, j'entends les. Moi, je voudrais revenir sur les engagements du département. Le département, il intervient par les aides aux collectivités, communautés de communes, nous peu cette année, et communes, et puis il intervient aussi sur des grands investissements, des grandes infrastructures. Je pense que l'Est lyonnais connaît ce développement aujourd'hui, parce que le département précédemment a fait aussi des grands investissements sur de la voirie, sur des équipements qui lui permettent d'avoir ce développement, d'ailleurs, et on a un retour sur investissement qui est intéressant. Je vais peut-être laisser Daniel Valero vous répondre, parce que je crois qu'il est en train de tomber de sa chaise. Bernard, moi je ne veux pas polémiquer, hein, mais je me suis accroché plusieurs fois en étant adjoint ou en étant maire avec Michel, l'ancien président, je ne vais pas le citer, parce qu'à chaque fois qu'il me disait « mais chez vous, vous avez des ronds-points », oui, on a des ronds-points, oui, c'est tout ce qu'on a, mais en termes d'investissement, l'Est lyonnais, on n'a pas eu grand-chose, on s'est un peu débrouillé tout seul, et c'est pour ça que moi je reste très positif, hein. Avant on n'avait rien, aujourd'hui on voudrait toujours avoir plus, ce qui est normal, mais on a déjà quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, je reste très positif. Et l'arrivée de la nouvelle équipe, tout compris, avec les nouvelles configurations, les nouveaux élus, font qu'aujourd'hui, dans l'Est lyonnais, on a quelques sous qui tombent. Donc c'est toujours mieux que rien, on est content. Même si, bien entendu, comme tout le monde, on voudrait avoir plus. Mais les investissements du département chez nous, on ne va pas en faire la liste parce qu'elle serait peut-être très rapide. Je crois que Renaud Pfeffer voulait répondre et intervenir dans le débat. Je crois qu'il ne faut pas qu'on utilise la discussion qu'on a sur le partenariat territorial, qui est, comme vous l'avez tous rappelé, est une politique facultative, par rapport à ce qui est en fait le cœur de métier du département. Et là où on peut évaluer le département, essentiellement, c'est de la façon dont on mène notre politique de solidarité. Autonomie, dépendance, personnes âgées, handicap, RSA, insertion, ce qu'on fait sur les MNA. Et après, c'est sur la façon dont on va s'impliquer sur les territoires pour qu'au-delà de la solidarité des hommes, on arrive à jouer sur la solidarité territoriale. Et c'est ce qu'on fait avec le sport, avec la culture, et avec le partenariat, avec le tourisme, et avec le partenariat territorial. Ce qui se passe aujourd'hui et ce qu'on essaye de veiller avec le président et Bruno Pellachon et tous ceux qui participent à ces discussions, et en fait les conseillers départementaux au cœur de la décision sur le partenariat territorial, c'est que les territoires les plus pauvres bénéficient du plus d'aide du département et que les territoires les plus riches, ils en bénéficient moins. Et d'ailleurs, on remarque qu'il n'y a que ceux qui bénéficient moins d'aide du département qui disent merci, au final. Et que... Parce qu'on n'avait rien, nous, avant. Ouais. Et qu'aujourd'hui, les territoires, en fait, globalement, ils sont aidés de façon équilibrée. Peut-être pas suffisamment. Vous parliez des EPCI et tout. Mais après, il y a une question de moyens, c'est clair. Et même si on sort du résultat, si on veut faire des collèges, si on veut faire des routes, il faut qu'on tienne et qu'on maîtrise l'enveloppe du partenariat territorial, qui est une politique essentielle, tout en étant facultative. Je voulais juste rappeler effectivement que les critères qui ont été retenus pour la définition des enveloppes sont exactement les mêmes qui étaient retenus précédemment pour les contrats triennaux. Ce sont les mêmes critères que nous avons repris. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que tout le monde doit pouvoir être satisfait parce que ceux qui n'avaient rien ont maintenant une enveloppe qui va de 250 000 jusqu'à 350 000 pour certains, et on ne peut pas dire qu'on oublie les territoires les plus fragiles, puisqu'on voit que c'est Isigny-les-Bourgs, Tarare et l'Arbrel qui ont les montants de subventions les plus importants. Donc je crois que ça doit être une satisfaction générale. Et pour finir, peut-être sur une note un peu plus politique, vous qui écoutez, monsieur le maire, plus monsieur Macron que moi,
Aujourd'hui, les communes sont au cœur du pacte républicain. Au cœur du pacte républicain. Et si on doit faire un effort, c'est sur les communes. Et si on doit avoir une politique de revisitation, ça sera sur les communautés de communes, les civils et les civomes. Parce qu'ils peuvent lever l'impôt, s'ils le souhaitent. Alors, je vous en prie, Président. Simplement, quand on parle de solidarité, je voudrais quand même rappeler que j'ai fait preuve de solidarité puisque j'ai abandonné 50 000 euros sur mon canton pour qu'ils soient redistribués, je crois, sur le canton de Belleville, d'ailleurs. Donc, voilà. C'est vrai. Je le remercie. D'ailleurs, il y avait déjà eu une autre participation sur les dotations cantonales qui étaient déjà venues du canton voisin, c'est vrai. Donc merci, doublement merci. Alors, tout le monde dit merci. Tout le monde dit merci, c'est bien, on est un monde où tout le monde se dit merci. C'est vrai que quand on touche 1,2 million, où on peut dire merci, c'est vrai. Je pensais, M. Chermette, que vous, dans votre esprit progressiste, vous alliez partager votre enveloppe pour les amendes de police avec les plus pauvres. Mais non, vous avez bien gardé l'enveloppe qui est de 1 215 000. Ben oui, non mais il y a des pauvres partout. Hein. Appuyez sur le petit bouton. Quand vous... Commune du haut du canton, vous voyez, Saint-Laurent-de-Chamousset, par là-bas, c'est bien connu qu'ils sont pauvres et que vous les aidez beaucoup. Ben oui, ils ont le droit d'être aidés dans votre canton comme les autres. Voilà. Alors, je mets l'ensemble de ce rapport avec toutes les interventions qui en ont été faites et qui ont élevé le débat aux voix. Donc, qui est-ce qui s'abstient? Qu'est-ce qui vote contre? Tout le monde vote pour. Vous voyez, comme quoi on peut être contre, mais on ne va pas voter contre de l'argent qu'on a réparti, s'il vous plaît. Voilà. Donc, nous revenons en arrière sur les rapports qui nous... On passe au rapport 1.7, qui est la convention AP2R, pour lequel je retire ce rapport et je vais vous faire une proposition que vous allez certainement accepter. Donc, je vais mandater M. Fialaire pour négocier avec AP2R, les comités de communes, les nouvelles implantations et le partenariat financier, à commencer par votre comité de communes, Monsieur le Président, pour que chacun puisse y trouver, je dirais, le panneau qu'il souhaite. J'ai cru comprendre que le maire de Villefranche voulait son panneau. J'ai cru comprendre que le maire de Lima voulait aussi son panneau. C'est vrai que Lima, c'est pas le Pérou, donc il mérite un panneau aussi. Donc, Monsieur Fialaire, vous avez mandat du département. Monsieur le directeur, je vous demanderai de mettre à disposition de Monsieur Fialaire tous les moyens pour qu'il puisse entamer les négociations sous, le regard de la vice-présidente. Madame Goua, vous aurez à préparer un rapport qui sera la suite des travaux de M. Fialaire sur les négociations de ces investigations dans le territoire du Vosgel. Je vais faire un courrier cet après-midi à ceux qui ont travaillé depuis 18 mois sur ce dossier et leur dire que maintenant, la main est à M. Fialaire. Voilà. Voilà. Mais vous verrez, je vous souhaite de bonnes négociations. Commencez déjà tout de suite par rencontrer M. Pacou et Mme Pégase. Vous allez voir, l'accueil va être sympathique. Alors, je vais passer aux annonces paroissiales, pardonnez-moi cette expression. Les prochaines séances, vous les avez reçues, le calendrier. Nous sommes dans le canton de Genasse, monsieur, dans un canton riche, c'est ce que j'ai bien entendu tout à l'heure. Le 29 novembre, le canton de Brignais, le 14 février. Nous avons avancé les sorties sur les territoires pour respecter le calendrier et ne pas être en entorse avec ce que pourraient nous reprocher certains candidats qui ne manqueront pas d'être, je dirais, inventifs dans les recours. Et nous irons après, pour finir, dans le canton de Tarare. Et si j'ai bien compris, dans le canton de Tarare, nous irons dans la charmante ville de Les-Sauvages. Madame le maire, merci. Merci. En tout cas, la séance est levée et tous ceux qui sont ici, pardonnez-moi, Monsieur Chermette, alors... La séance n'est pas levée. J'ai une dernière taquinerie, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, j'ai lu le Pays hier, enfin la revue de presse du moins, puis je vous ai vu en première page de la revue de presse, oui, là où il est dit que le département du Rhône accueillait la semaine dernière une vente aux enchères de photos de personnalités décalées. Oui. Et vous êtes en photo. Oui. Alors, voilà, si vous pouviez nous dire si vous vous sentez... Enfin, nous, on a un peu notre idée, mais comment vous recevez cette information alors, il s'agissait d'être quelqu'un de décalé?
C'était pas moi qui étais décalé, c'était la photo. Non, non, une photo de personnalité décalée. Oui, alors c'est une interprétation journalistique comme quoi la presse peut interpréter comme elle le fait. Alors, il s'agissait d'une opération pour le soutien au cancer des enfants. Tout le monde peut, et des gens comme M. Kimmelfeld, comme M. Blanc, comme d'autres, le maire du 6e, se sont prêtés à ce petit jeu, et je l'ai fait bien volontiers, en mettant en avant le patrimoine de notre département. C'est une vache à laquelle j'ai eu beaucoup de mal à lui faire boire du lait grenadine. Voilà, et le produit de la vente sera donné pour la recherche contre le cancer des enfants. Voilà, je pense qu'on peut faire des choses dans la vie sérieusement, sans se prendre au sérieux. C'est ce que j'ai fait ce jour-là, mais je redeviens sérieux dès le moment où vous êtes dans cette enceinte, monsieur le conseiller départemental. Mais je mesure votre gourmandise, et la prochaine séance de photos, je vous proposerai votre nom pour que vous en soyez une des vedettes. Voilà. En tout cas, on verra avec la presse si elle retient bien sûr la qualité de vos possibilités photographistiques. Voilà. Merci en tout cas, la séance est levée. Nous nous retrouvons tous autour du buffet, y compris ceux qui sont, je dirais, dans le public, où vous êtes les bienvenus. C'est la tradition d'accueil de ce département. Voilà. Ils vont à l'extérieur.